En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, c'est une émission un peu spéciale, comme une réunion entre amis pour rendre hommage à celle que nous aimions et qui était aussi l'une des intellectuelles les plus pertinentes de la jeune génération. Coralie Delhomme. Elle nous a quittés beaucoup trop tôt, il y a maintenant 3 ans, le 15 décembre 2020. Avant sa dernière bataille, la bataille de sa vie avait été celle de la souveraineté des peuples en Europe, de la démocratie. La souveraineté, l'Europe, le peuple, c'est le titre du livre Hommage que ses amis lui ont consacré. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 4 des co-auteurs qui ont tous bien connu Coralie Delhomme. Vera Nikolski, Étienne Campion, Philippe Guibert, David Degouille. Qu'est-ce que la souveraineté ? Quelle est la différence entre la souveraineté populaire et nationale? L'Europe peut-elle être souveraine? Le couple franco-allemand existe-t-il encore? Et la gauche dans tout ça, peut-elle se réconcilier avec les peuples? Tout de suite les réponses des amis de Coralie Delhomme. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. David Degouille, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur et écrivain et vous avez participé effectivement à ce livre d'où nous allons parler pendant 1 heure, la souveraineté, l'Europe, le peuple. Vous aviez bien connu Coralie Delhomme. Philippe Guibert, bonjour. Vous êtes enseignant, consultant, notamment chez CNews. Vous avez également participé au livre sur Coralie Delhomme que vous connaissiez également et vous êtes surtout intéressé, je crois, à la question de la gauche et du peuple. On en parlera dans cette vaste question, notamment dans la dernière partie de l'émission. Il faudra bien ça. Et Étienne Campion, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Marianne. Vous êtes passé notamment par le Figaro Vox et vous avez également participé à cette aventure du livre. Et enfin, Vera Nikolski, bonjour. Bonjour. Vous avez coordonné ce livre. Vous êtes essayiste, également docteur en sciences politiques. Je voulais vous poser la première question en tant que coordinatrice du livre. En quoi Coralie Delhomme, finalement, sa pensée est une pensée utile pour le présent et en quoi il était nécessaire, du coup, de faire ce livre pour faire connaître sa pensée? Alors Coralie Delhomme, lorsqu'elle est décédée, Jean-Pierre Chevènement a eu cette formule en disant que toute la jeune génération souverainiste se reconnaissait en elle. Elle était vraiment un repère pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions de souveraineté populaire, de souveraineté nationale. Parce qu'elle avait une particularité qui lui était propre, c'était d'expliquer des choses très complexes d'une façon simple, ou la plus simple possible, la plus accessible possible, ce qui est quand même une gageure, s'agissant des institutions de l'Union européenne qui sont une jungle de directives, de mémorandums, etc., que le commun des mortels ne connaît pas, et dans lequel il ne comprend pas grand-chose. Et l'idée de Coralie était aussi que peut-être ce n'était pas un hasard, et que cette complexité, cette opacité était aussi quelque chose qu'il fallait à tout prix démystifier, démythifier, pour que les gens puissent comprendre mieux ce qui leur arrive. Donc sa pensée était très importante pour beaucoup de gens, et sa disparition les a laissés un peu orphelins. Nous avons essayé dans la mesure de nos forces, de suppléer cette absence, en tout cas de faire vivre sa pensée, en se constituant en association, l'association des Amis de Coralie Delhomme, et en organisant des conférences, des débats autour des thématiques qui intéressaient Coralie. Donc ce livre, c'est le premier ouvrage qui paraît sur ces questions, et c'est une sélection d'interventions de différentes personnes, différents intellectuels, lors des journées en hommage à Coralie et des conférences qu'on a organisées depuis sa disparition. Voilà, un livre qui rassemble des contributeurs très divers, avec des approches diverses, autour de ces 3 thèmes, la souveraineté, l'Europe et le peuple, qui étaient des thématiques vraiment centrales dans la pensée de Coralie. De Coralie Delhomme. Étienne Campion, vous faites partie de cette jeune génération de souverainistes orphelins. En quoi elle a été importante pour vous? Quand est-ce que vous l'avez découvert d'abord? Alors moi, je l'ai découverte en 2017. En fait, j'ai lu ses premiers livres et tout de suite, j'ai trouvé sa pensée hyper originale. C'est-à-dire que contrairement en fait à des gens à gauche qui avaient tendance à avoir quelques pudeurs avec la question européenne,
C'est ce qu'elle analysait très bien d'ailleurs, parce que en fait, si vous voulez, le cadre à opposer à la construction européenne, c'est le cadre national. Et la gauche a toujours eu une sorte de malaise à avancer sur ces sujets en se rendant compte que le saut post-national n'avait pas amené que du bon et avait amené aussi des problèmes sur la question sociale avec le libéralisme et l'acte unique qui est inhérent à la construction européenne. Et ça, Coralie Delhomme l'a très bien remarqué, très vite. Et en fait, elle faisait le pont entre la question sociale et la question nationale, contrairement à bien des gens qui, d'un côté, à gauche, oublient la question nationale et à droite, oublient la question sociale. Et donc, elle faisait le pont, théoriquement, intellectuellement, entre ces deux mondes-là, tout en venant de la gauche, bien sûr, parce que sa famille est chevènementiste, elle l'était aussi également. Et donc, elle a illuminé par sa pensée bien des gens qui, comme Vera l'a dit, voulaient s'intéresser à ces questions qui sont quand même assez technocratiques. C'est d'ailleurs pour ça que les Français, dans tous les sondages d'opinion, ont du mal à s'intéresser au sujet européen, que ce soit positivement ou négativement. Globalement, ils ont une méfiance. Et elle disait, regardez, c'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible de comprendre, c'est possible de s'y intéresser, c'est possible de comprendre que s'il y a telle ou telle politique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un cadre, c'est parce qu'il y a une construction européenne qui a été faite, c'est parce qu'il y a eu l'acte unique en 86. Voilà. Et donc, elle a éclairé avec humour, avec légèreté, pendant longtemps, et à travers ses livres, ou même ses statuts Facebook parfois, qui a été une sorte de dépêche AFP souverainiste, de sa pensée. Voilà. C'est vrai qu'elle avait beaucoup d'humour et elle pouvait même parler effectivement du couple franco-allemand en nous faisant rire, ce qui était déjà un exploit en soi. David Dégouille, vous faites partie de la génération des souverainistes, mais peut-être un peu moins jeune. Je plaisante avec vous parce que vous avez un regard peut-être plus ancien d'une certaine manière que celui d'Étienne Campion. Vous êtes militant souverainiste depuis longtemps, d'abord au RPR avec Philippe Séguin, et je voulais tout simplement vous demander qui sont les souverainistes. C'est d'ailleurs l'article que vous faites, l'un des articles que vous faites dans ce livre. Comment définiriez-vous le souverainisme ? Justement, vous faites allusion, Alexandre, je remercie à mon passé lointain avec Philippe Séguin. Vous avez même écrit un roman sur le souverainisme. Oui, j'ai écrit effectivement le dernier Le Regard perdu, raconte un petit peu cette histoire depuis 30 ans à travers des personnages de romans. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours eu effectivement de la soif de la part des gens de comprendre ces enjeux. Et je me souviens d'une scène... en 1992 à Besançon, là où j'habitais, Philippe Séguin avait organisé un meeting pour le non Maastricht. Je crois d'ailleurs que je le raconte dans le texte de la chronique de la semaine dernière où j'évoque le fret européen. Dans Marianne. Voilà. Dans votre chronique dans Marianne. Et donc, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça dans un meeting et je m'en suis toujours rappelé. Les gens étaient dans le micropolis de Besançon surchauffés et ils prenaient des notes. Et j'avais jamais vu des gens prendre des notes dans un meeting. C'est la première fois. Après, je l'ai revu au moment du TCE en 2005 où les gens revenaient, prenaient des notes pendant les meetings, comme dans des conférences. Et ça, c'était des mouvements démocratiques incroyables. Et ces deux référendums ont eu une participation qui finalement était très très proche des élections présidentielles. Contrairement au référendum sur le quinquennat qui a mobilisé moins de la moitié des Français. Donc c'est quelque chose qui intéresse les gens du moment qu'on leur explique. Et ça, Coralie l'avait évidemment compris. Elle savait, à l'instar de Philippe Séguin, et franchement, elle en était digne. Expliquer, faire cette explication de toutes ces manœuvres technocratiques qu'on voit à Bruxelles, à Berlin. C'est déjà la fin de la première partie de cette émission et Philippe Guibert n'a pas parlé, mais il aura bien sûr la parole après la pause. On continuera à parler de souveraineté, d'Europe, de peuple et bien sûr de Coralie Delhomme dans cette émission spéciale. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec David Degouille, avec Vera Nikolski, avec Étienne Campion, avec Philippe Guibert. Nous parlons du livre consacré à Coralie Delhomme qui nous a quittés beaucoup trop tôt. La souveraineté, l'Europe, le peuple. Nous lui rendons hommage ce dimanche. Et Philippe Guibert n'avait pas eu la parole. On était déjà rentré dans le vif du sujet sur la question de la souveraineté. David Degouille nous avait expliqué pourquoi c'était si important. Est-ce que vous faites une distinction, Philippe Guibert, entre souveraineté populaire et souveraineté nationale, et est-ce que Coralie Delhomme la faisait? Non, je crois que ni elle, ni plus modestement moi, nous ne la faisons, parce que la souveraineté populaire, c'est la démocratie, c'est le fait que le peuple décide, non pas comme disait Coralie que le peuple ait forcément toujours raison, mais c'est toujours à lui de décider. Et donc ça, c'est la souveraineté populaire, et historiquement, cette souveraineté populaire s'est construite dans le cadre de l'État-nation. Et Coralie faisait cette critique, et nous faisons cette critique, que l'Union européenne n'a pas permis de substituer une souveraineté européenne, et donc une démocratie européenne, à ce qu'a été et ce que pourrait redevenir la souveraineté nationale. Et donc il y a un lien très étroit, historique, idéologique, entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, entre la nation et la démocratie. C'est dans la nation que s'exprime la démocratie. On voit combien elle a du mal à s'exprimer au niveau européen, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens. Il y a des peuples européens. Et des nations européennes. Convocation à le plus possible coopérer ensemble et travailler sur plein de sujets ensemble, ça ne fait pas de doute. Mais construire un peuple européen n'a pas de sens. Enfin, on peut prendre toutes les définitions du peuple que l'on veut, mais sur le plan culturel, ça suppose un minimum d'unité linguistique, notamment en particulier, qu'évidemment on n'a pas, et puis d'unité culturelle. Et donc l'Union européenne a voulu construire l'Europe par l'économie, par un grand marché, puis une monnaie. Et on constate aujourd'hui les limites de ce travail-là. Alors après, on peut discuter de savoir ce qu'on doit faire de l'Union européenne. Est-ce qu'on doit se battre à l'intérieur pour redonner du pouvoir aux États, ou bien est-ce qu'il faut sortir? Moi, je crois plutôt qu'il faut, ça c'est à titre personnel, je crois plutôt qu'il faut se battre à l'intérieur pour faire évoluer l'Union européenne. Mais Coralie avait une vision sans doute plus radicale sur ce sujet. Ouais. Elle croyait pas au Frexit. Étienne Campion. Alors, je crois pas qu'elle croyait au Frexit. Non, en fait, la notion de Frexit est devenue impropre à cause de son usage politique, notamment par François Asselineau, qui a rendu la formule comme un mantra, Frexit, bon, bref. Et de toute façon, on n'a pas forcément vocation à en sortir par un Frexit. Elle, son truc, c'était de dire que, de toute façon, si la France décide que l'Union européenne doit casser, ça cassera. Et elle disait l'Allemagne aussi. Elle expliquait en fait que la France a eu un tel poids dans la construction européenne que c'est à nous de fermer la séquence. Et c'est à nous, en fait, Elle disait, je veux pas sortir de l'Union européenne, je veux la détruire. Ouais, je veux qu'elle disparaisse. Voilà. Tu veux qu'elle disparaisse. Voilà. Et donc, bon, on va venir à l'Europe, qui était effectivement la grande question de son œuvre, et peut-être une grande question pour nous politiques aujourd'hui. Mais on était sur la souveraineté, Étienne Campion. Vous êtes à l'hebdomadaire Marianne, qui est plutôt considéré comme un hebdo souverainiste, mais de gauche. Est-ce que Coralie Delhomme faisait la distinction, après la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale, entre le souverainisme de gauche et de droite? Et est-ce que vous croyez qu'un jour ces deux souverainismes pourront être réunis? Alors, d'abord, Coralie écrivait dans Marianne et la rédaction la regrette beaucoup. Ça, c'est une chose. Et pour répondre à votre question, Coralie en avait contre ceux qui en fait distinguaient, d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez, Philippe, souveraineté populaire, en gros souveraineté de gauche, la bonne, et souveraineté nationale, il y a nation dedans, c'est pas terrible. Elle disait que la souveraineté est un tout, c'est le pouvoir du peuple, et elle n'avait pas peur d'aller parler avec des gens qui, à droite, alors qu'elle venait de la gauche, pensaient ces thématiques-là.
Donc, bon, c'est vrai que c'est un vieux mantra, la question du rassemblement des républicains des deux rives. Elle était plutôt pour ça, je pense, quand même. C'est-à-dire qu'elle avait le cœur à gauche, mais elle était pour que les gens s'entendent sur cette thématique-là. J'ajouterais que sur la question de la souveraineté dont on parle, il y a un élément qui lui a donné extrêmement raison, c'est l'Allemagne. Rappelez-vous son livre « Le couple franco-allemand n'existe pas ». Je suis sûr que de là-haut, elle en rirait de voir ce qui s'est passé entre Macron et Scholz. Et puis sur bien des thématiques, elle a eu raison. Voilà. Oui, je peux d'ailleurs témoigner sur son côté. Elle n'était pas sectaire, Coralie Delhomme. Elle aimait beaucoup Tsipras. J'étais d'ailleurs parfois en désaccord avec elle parce qu'il a beaucoup trahi tout de même. Mais elle était capable aussi de s'enthousiasmer sur le Brexit et elle écrivait aussi bien chez Marianne, vous l'avez rappelé, Étienne Camplon, qu'au Figaro où elle a également beaucoup écrit. Vera Nikolski sur la souveraineté. Pour terminer sur cette thématique-là qui est importante dans l'œuvre de Coralie Delhomme, c'est un mot qui a longtemps été tabou, vilipendé, associé au nationalisme. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est souverainiste, y compris le président de la République, qui nous parle même de souveraineté européenne. Est-ce que ça a un sens pour vous, la souveraineté européenne ? Oui, vous avez raison. Le mot a longtemps été honni dans le débat public. Il était associé aux extrêmes, au nationalisme de repli, à la xénophobie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un grand retour dans le débat public. Ça aussi, ça fait partie des choses, je pense, qui auraient fait sourire Coralie, ou en tout cas, ou peut-être enragée d'ailleurs. Je pense qu'elle n'aurait pas manqué de commenter ce retournement. Alors, pour beaucoup de mentions, il s'agit sans doute de simples postures, hein, parce que, comme vous dites... la notion qui revient en force, c'est la souveraineté européenne. Alors, on en a beaucoup discuté à l'une des conférences qu'on a organisées avec l'association. On avait un débat entre Marcel Gauchet et Henri Guénaud qui fait partie On rappelle, oui, que vous êtes parmi les co-auteurs. Vous avez même coordonné le livre, mais il y a beaucoup d'auteurs, dont effectivement Marcel Gauchet, Henri Guénaud et bien d'autres qu'on ne peut pas tout citer, Georges Kuzmanovic notamment. Oui, tout à fait. Donc ce débat entre Marcel Gauchet et Henri Guénaud, cette question-là était vraiment au centre du débat. Qu'est-ce que la souveraineté ? Est-ce que la souveraineté européenne, par exemple, est possible ? Et Marcel Gauchet... Bon, voilà, sa réponse que je pense très, très, très fondée, c'est qu'on ne peut pas empiler les souverainetés les unes sur les autres. On ne peut pas avoir une souveraineté populaire dans un pays et ensuite par-dessus la souveraineté d'un ensemble qui serait l'Union européenne, qui n'est pas un ensemble politique, comme l'a dit, enfin, comment dire, un ensemble qui correspond à une unité à la fois politique, linguistique et oui, de destin, de prise de conscience populaire, qu'est l'Union européenne. Donc la souveraineté européenne, dans ce sens, c'est un oxymore, c'est un paradoxe et oui, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt une notion de communication. Ou c'est l'autre nom, en fait, ou c'est l'autre nom du rêve fédéraliste ou l'autre nom du rêve fédéraliste, mais qui consiste à réconcilier des choses assez inconciliables. Il y a aussi une grosse erreur que font justement les gens qui emploient justement aujourd'hui le mot souveraineté un peu à tort et à travers, c'est-à-dire qu'ils le confondent souvent avec l'indépendance. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est un concept absolu, alors que l'indépendance, c'est par définition quelque chose de relatif. On cherche à avoir la plus grande indépendance possible. Et là où peut-être le président de la République fait un contresens, c'est que effectivement, peut-être qu'il recherche parfois il parle Europe de souveraineté. Indépendante. Il cherche une Europe de plus en plus indépendante. En quel cas, ça serait positif. C'est aussi ce que cherchait le général de Gaulle dans les années 60 avec le plan Fouché, etc. Mais il parle de souveraineté européenne. Donc il mélange les deux. Je ne sais pas s'il le fait par contresens ou s'il le fait à dessein pour brouiller les pistes, par cynisme, mais je ne vais pas sonder les reins et les cœurs, puis surtout pas ceux du président de la République. Mais il y a beaucoup de contresens. Alors moi je suis très content qu'on parle de souveraineté maintenant. Alors après nous avoir jeté tous les noms d'oiseaux à la figure, vous avez eu l'amitié de rappeler mon ancienneté. Effectivement, pendant les années 90, il était très difficile de tenir ce discours, très très difficile. On présente les années 90 comme un moment calme, etc. Oui, calme, mais
idéologiquement, mais parce que en fait, on avait mis toute une partie des gens de côté, ceux qui avaient pourtant rassemblé 49% des Français au référendum sur Maastricht, mais ils n'avaient pas droit de citer dans aucun média. Aujourd'hui, le fait d'avoir des gens qui sont souverainistes sur certains plateaux, mais moi je vois ça un petit peu comme un petit miracle républicain. Philippe Guibert, justement sur 2005, est-ce que ça n'a pas créé une fracture démocratique dont on paye aujourd'hui les conséquences, même sur un débat qui est très différent, je vous l'accorde, mais sur la réforme des retraites, beaucoup ont trouvé que le débat avait été mal conduit parce que le peuple, la souveraineté populaire n'avait pas été assez consulté d'une certaine manière. Il y a cette revendication désormais de référendum d'initiative populaire qui revient à chaque débat d'importance. Est-ce que tout ça, finalement, c'est l'effet boomerang de 2005 ? Oui, je dirais que la grande rupture, c'est 2005, auquel il faut ajouter la réforme du quinquennat. Et les deux sont à peu près concomitants, parce que 2005, c'est le premier quinquennat, le deuxième mandat de Jacques Chirac. Et on va entrer dans une autre période politique et démocratique, à mon sens, une autre 5e République, avec Nicolas Sarkozy à partir de 2007. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, 2005, c'est le moment où le peuple vote mal. C'est-à-dire qu'ils ont le non l'a emporté à 55%, avec une forte participation, comme le rappelait David. Et la classe politique, comme la classe médiatique, à 80%, si ce n'est plus, avait soutenu le oui. Et donc là, vous avez un écart, enfin plus qu'un fossé, qui se crée entre la classe dirigeante politique et médiatique et même économique qui soutenait à fond l'Union européenne et la majorité du peuple qui vote contre. Et c'est très révélateur parce que Nicolas Sarkozy va faire adapter un mini-traité qui ne reprend pas tout du traité de la Constitution européenne, mais enfin quand même le cœur, qui va faire voter ça au Parlement, y compris avec des voix de députés et sénateurs de gauche, alors que la gauche était profondément divisée, la moitié de l'électorat socialiste à l'époque. La mort du Parti socialiste, c'est 2002-2005. L'électorat socialiste est complètement divisé sur le référendum. Et donc, la classe politique et médiatique fait une croix sur ce référendum. On entre dans un autre système où le président a tous les pouvoirs pendant 5 ans. On ne fait plus de référendum, il n'y a plus de dissolution. Et on est passé à une autre étape de la démocratie où il n'y a plus de retour devant le peuple, hormis lors des élections présidentielles. C'est vrai que c'était l'un des thèmes importants pour Coralie Delhomme, la démocratie. Elle trouvait l'Europe post-démocratique ou adémocratique. Il ne s'agissait pas de dire que c'était une dictature, mais justement que la dimension de la souveraineté populaire n'était pas suffisamment prise en compte dans la construction européenne. On continue à en parler, notamment de l'Europe, du couple franco-allemand et de Coralie Delhomme après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. En toute vérité, pour parler du livre hommage à Coralie Delhomme, La souveraineté, l'Europe, le peuple. Un livre qui est coécrit par ses amis et nous avons 4 de ses amis sur le plateau. Philippe Guibert, enseignant, consultant, Étienne Campion, journaliste pour l'hebdomadaire Marianne, David Degouille, chroniqueur, éditorialiste, Vera Nikolski, qui est docteur en sciences politiques, essayiste et qui a coordonné cet ouvrage. Je voulais poser une question à Étienne Campion qui m'a suscité pendant la pause, pour rien vous cacher. On parlait juste avant du référendum de 2005 et Étienne Campion m'a rappelé que Coralie Delhomme avait combattu pour un référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'ADP. Elle y était opposée. Vous m'expliquiez pendant la pause, Étienne Campion, que ça avait été un de ces combats importants. Vous vouliez dire... En fait, déjà, le référendum, comme on l'a dit, c'est une mythologie, à la fois une mythologie et un traumatisme chez les souverainistes. Mythologie parce que il y a eu le référendum de 92 que notre camp, entre guillemets, a perdu de peu, et celui qui l'a gagné, 2005, mais qui a été bafoué, on le sait, en 2008 avec le traité de Lisbonne. Bon. Et c'est aussi une mythologie parce que c'est quand même un des instruments essentiels dans l'usage du pouvoir dans notre Constitution, faite par le général de Gaulle. Bon. Et ça a été un moment fort de sa vie, puisque
Souvenez-vous, juste avant les Gilets jaunes, il y avait un épisode assez marquant qui était la tentative de privatisation des aéroports de Paris par le gouvernement. Donc, le sujet arrive sur la table, Coralie s'en empare. Elle commence, comme elle fait à chaque fois, à creuser, à analyser, à voir ce qui rend la réforme légitime et ce qui la rend beaucoup moins. Et elle se rend compte qu'il y a une anguille sous roche et que en gros, cette réforme n'a vraiment pas beaucoup de légitimité, que ça pose des problèmes de souveraineté. Elle l'avait expliqué longuement dans un entretien chez vous, Alexandre, dans le Figaro Vox. Et là, avec son grand compère David Kella, avec qui elle a écrit plusieurs livres, dont La fin de l'Union européenne, elle décide de lancer une pétition. Une pétition qui va vraiment beaucoup marcher, puisque plein de gens s'en emparent, la relaient, la signent, etc. Et l'idée, c'est de faire un RIP, donc une procédure qui est un petit peu floue, qui n'a jamais vraiment marché, qui est un référendum d'initiative populaire. Donc, il fallait en gros 4 millions de signatures. Et en gros, les gens commencent à se passer le mot. La procédure est lancée grâce à l'Assemblée. C'est un truc hyper compliqué, hein. Ça mettrait des heures à expliquer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut 4 millions de signatures. Il y en a 1 million à l'époque. On se rend compte que le ministre de l'Intérieur sabote un peu la procédure avec un site flou, un site qui bug, un site qui rappelle les années 2000. Et au final, bon, il n'y a pas le nombre espéré, mais c'était quand même une victoire culturelle. D'ailleurs, le gouvernement a renoncé. Alors, il y a eu le Covid. Arrivé avec le Covid, s'assoit dessus. Voilà, le Covid a aidé Coralie Delhomme, mais je pense que le fait qu'il y avait quand même 2 millions, je crois, de signatures c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint les 4 millions, mais le message a été envoyé et le gouvernement s'est dit, bon, on va abandonner, et ça a été abandonné. Bon, ça montre que certaines guerres peuvent être gagnées, David Degouille. Alors, effectivement, je vais rebondir là-dessus, parce que bon, j'avais vécu avec elle parce que je me souviens, elle a lancé la pétition sur Change.org un dimanche après-midi. Et elle m'a dit, il me faudrait tout de suite que tu me ramènes un député. Et dans la demi-heure, je lui ai ramené Julien Aubert, qui a été un des premiers à signer. Donc c'était un républicain de l'autre rive que celle de Coralie, et c'était assez. D'ailleurs, je tiens à remercier Julien Aubert de l'avoir fait. C'est vrai que le RIP à ce moment-là, je pense que s'il n'y a pas 300 000 personnes qui signent la pétition sur change.org, sans doute les députés lancent pas la procédure. Et il y avait quelque chose que moi j'avais soufflé à Julien Aubert, justement, qui était au Parlement, c'était d'appuyer sur le fait que Emmanuel Macron, dans son programme 2017, voulait baisser le seuil des signatures à 1 million. Alors je sais pas si effectivement c'était... Curieusement, il ne l'a pas mis en avant. Il l'a pas mis en avant, mais en tout cas, il a abandonné il a abandonné au moment où ça c'est passé au-dessus du million. Alors est-ce que dans sa grande, il a été... Oui, parce qu'on rappelle que le RIP est tout de même une procédure qui a été votée pour qu'elle ne soit pas appliquée, voilà. Mais ce qui pose aussi un problème. On l'a vu sur les retraites récemment. Tout à fait. Oui. Où ça a été très compliqué, parce qu'en plus il faut l'autorisation bien souvent du Conseil constitutionnel avant même que la campagne de vote. D'ailleurs, sur les retraites, les gens qui ont lancé Valérie Rabault étaient déjà dans la procédure pour ADP. Et elle était plutôt optimiste sur le fait que le Conseil constitutionnel allait laisser passer, parce qu'ils avaient laissé passer l'aéroport de Paris et qu'il n'y avait pas, a priori, beaucoup de différence entre les deux procédures. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel avait confié à Alain Juppé le rapporteur sur le RIP. Quand j'ai appris que c'était lui, effectivement, je suis devenu beaucoup plus pessimiste. Vera Nikolski, l'un des autres combats de Coralie Delhomme, c'est effectivement pour la souveraineté, on l'a rappelé, et c'est pas un combat d'ailleurs. Ce qu'elle a bien analysé, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est le couple franco-allemand qui n'en était pas un. Elle rappelait toujours que l'Allemagne ne considérait finalement pas la France comme un partenaire. Je dirais, elle avait peut-être bien anticipé ce qui semble être aujourd'hui un divorce, notamment sur la question de l'énergie. Est-ce que l'Europe peut continuer à fonctionner avec justement un couple franco-allemand qui n'en est pas un? Vaste question.
C'est vrai que Coralie montrait notamment dans ce livre et dans ses autres livres le fait que l'Union européenne avait été construite sur des rapports de force. Ce n'était pas avant tout la paix ou la concorde, c'était la résultante d'un rapport de force à un moment donné, et les institutions le reflètent. Et ce qui l'intéressait, c'était le rôle majeur de l'Allemagne dans cette construction, et l'idée que l'Allemagne défendait toujours fortement ses intérêts nationaux. Donc les institutions européennes reflètent cet état de fait, et elles s'inquiétaient beaucoup du fait que la France ne les défendait pas autant, et qu'au nom de cette idée communautaire, finalement, on abandonnait des intérêts nationaux français, alors que l'Allemagne se gardait bien de le faire. Donc, alors, est-ce que... Oui, c'est la question de l'énergie, absolument. C'est lorsque des crises surviennent que les rapports de force se révèlent, en général, dans les organisations, dans les institutions. C'est un peu le cas avec l'Union européenne. C'est pour ça aussi que Coralie nous manque aujourd'hui, parce que... Est-ce que c'est une Europe inféodée à l'Allemagne aujourd'hui ? C'est une Europe sous influence allemande. Philippe Guibert, qui a l'air inspiré par la question. Je ne veux pas t'arrêter dans ton élan. Vas-y. Oui, c'est une Europe sous influence allemande, dont les responsables, jusqu'à y compris la présidente de la Commission, mais dans l'administration européenne, les Allemands ont eu toute une stratégie pour placer des personnalités à des postes qui sont importants, ce que nous, Français, n'avons pas fait, par exemple, avec une présence au Parlement européen. Donc, les Allemands ne sont pas dans une hégémonie sur l'Europe, mais ils sont dans du lobbying permanent. Et que ça soit la Banque Centrale Européenne, que ça soit le Parlement Européen, par exemple, sur les questions d'énergie. Enfin, sur les grandes questions, les conceptions allemandes se retrouvent assez dominantes dans les conceptions de l'Union européenne. L'énergie nucléaire en est un très bon exemple. Ce que disait Coralie, on pourrait prendre plein d'exemples récents qui montrent effectivement que l'Allemagne a réussi à passer ses pions, que ce soit effectivement la taxonomie sur l'énergie, ou les questions d'armement. Mais ce que disait Coralie, c'était qu'à remonter le fil, elle essayait de comprendre comment, en fait, la psyché allemande et le besoin d'impérialisme presque de la nation allemande s'était servi de l'Union européenne pour civiliser son nationalisme, pour en gros raciser, pour faire évidemment passer la question mémorielle du nazisme, etc., et utiliser l'Union européenne, sa construction, pour se dissimuler, ce qu'elle appelait aussi notamment le fédéralisme furtif, c'est-à-dire que sans trop le dire, le fédéralisme s'est imposé aux nations, et l'Allemagne s'y est hyper bien retrouvée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus utiliser l'impérialisme de la guerre, de l'armement. D'autant plus que l'Allemagne est un État fédéral, en quelque sorte. Absolument. C'est l'Allemagne en grand. Ouais. Voilà. Ou le Saint-Empire romain germanique. Le général de Gaulle voulait la France en grand, et finalement c'est l'Allemagne en grand. Vera Nikolski qui... Oui, non, je voulais ajouter qu'il y a deux articles dans le livre collectif qui abordent vraiment cette question. Il y a Emmanuel Morel qui parle des aspects très concrets de lobbying allemand au Parlement européen et dans les institutions européennes plus généralement, et de l'importance que ça revêt pour notamment l'Allemagne, la manière dont elle défend ses intérêts dans ses institutions. Et puis il y a Stéphane Rosès qui, d'un point de vue tout à fait différent, avec cette idée des imaginaires des peuples, qui explique un peu ce que disait Philippe, c'est-à-dire que les institutions européennes reflètent aussi un imaginaire allemand, l'imaginaire politique allemand, et qui n'est pas forcément celui des autres peuples qui composent l'Union européenne, et ce qui lui donne aussi sa forme bénéfique. Pas l'imaginaire français. Et en particulier pas l'imaginaire français. Coralie Delhomme n'avait pas, cela dit, n'a pas eu le temps de voir la guerre, je dirais, en Ukraine, qui bouleverse les équilibres de l'Union européenne. C'est une question que je vous poserai dans la dernière partie de l'émission, parce qu'il y a l'influence allemande, mais il y a aussi peut-être l'influence américaine. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité, pour continuer à parler de ce livre hommage à Coralie Delhomme, La souveraineté, l'Europe, le peuple. À tout de suite.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec 4 des amis de Coralie Delhomme qui ont participé au livre Hommage qui vient de paraître chez Michel-On, La souveraineté, l'Europe et le peuple. Un livre passionnant. Nous sommes donc avec David Degouille, avec Vera Nikolski, avec Étienne Campion et avec Philippe Guibert. Je voulais lui poser une question que j'ai un peu teasé avant la pause sur l'Europe après ou dans la guerre en Ukraine. On a beaucoup parlé de l'influence allemande. Coralie Delhomme en parlait beaucoup dans ses œuvres. Est-ce qu'il y a aussi une influence américaine? Est-ce que face à la guerre en Ukraine, finalement, les Allemands ont perdu leur influence et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est l'OTAN d'une certaine manière? Oui, dans la tradition souverainiste, on va la faire commencer au général de Gaulle. Il y a l'idée que l'Europe, telle qu'elle se conçoit et se construit, se fait finalement sous domination américaine. Et l'OTAN en étant une manifestation... L'Europe de Jean Monnet. L'Europe de Jean Monnet, Jean Monnet étant lui-même ayant quelques liens avec les États-Unis, pour s'exprimer pudiquement. Et donc... Coralie détestait Jean Monnet. La détestation de Jean Monnet est un point commun de tous les souverainistes, je pense. Et alors j'avoue qu'avec Coralie, c'était un de mes rares points de désaccord. Puisque alors moi je viens pas de la tradition souverainiste, je viens de la tradition socialiste. Chacun a ses défauts. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et donc sur l'Ukraine, elle avait un point de vue, mais c'était en 2014. Elle n'a pas connu la période récente, mais elle avait un point de vue où l'Ukraine n'était pas une entité politique stable et la Russie avait comment dire, une importance au sein du territoire ukrainien, notamment dans la Crimée, qui était tout à fait réelle. C'est un point de vue qui peut d'ailleurs tout à fait se défendre, sauf que les choses ont évolué depuis et que le camarade Poutine a largement contribué à construire le sentiment national ukrainien et à construire l'idée d'une souveraineté ukrainienne, qui était peut-être moins évidente il y a 10 ans. Et donc voilà, mais oui, chez Coralie, il y avait cette méfiance, pour pas dire plus, à l'égard de l'hégémonie américaine. Et alors pour le coup, ça se vérifie complètement dans ce conflit actuel, puisque que ferait l'Europe en soutien de l'Ukraine sans les Américains? Et qu'auraient fait les Ukrainiens sans les Américains? C'est notre impuissance aussi qui parle justement. Notre absence de souveraineté fait qu'on est peut-être obligé de s'inférer. On disait qu'il n'y avait pas de souveraineté européenne tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas y avoir de défense européenne. Et que les présidents français successifs veulent absolument avoir une défense européenne et qu'ils sortent tout de même à la même hostilité de la part des Europes de l'Europe dite de l'Est. Et de l'Allemagne, qui, elle, ne jure que par les États-Unis pour sa défense et qui ont toujours conçu l'Union européenne et l'OTAN comme un moyen d'assurer de se remettre sous parapluie américain. Et là, Coralie, là-dessus, était forcément hostile et ça pose de vraies questions toujours aujourd'hui. Sans transition, Philippe Guibert, vous l'avez rappelé, vous faites partie de la tradition socialiste. Vous êtes arrivé au souverainisme par le socialiste. Coralie Delhomme était souverainiste, mais venait d'une tradition de gauche. Et l'un des thèmes finalement de son œuvre, c'était, et vous en parlez dans le livre, c'était la gauche et les classes populaires. Est-ce qu'elle fait partie de ceux qui ont vu très tôt la rupture entre la gauche et les classes populaires? Ah oui, incontestablement. Elle faisait partie des membres très actifs d'un collectif que nous avions construit avec notamment le regretté Laurent Bouvet, qui s'appelait La Gauche Populaire, et Coralie en a été très vite une des principales animatrices et contributrices. Nous avions créé ça en 2010-2011, avant l'élection de François Hollande, pour essayer de porter, puisqu'à l'époque nous croyions tous à notre pouvoir d'influence et sur la capacité de faire bouger la gauche. Elle est revenue, je crois. Elle était revenue. Oui, et puis elle n'est pas la seule. et donc, nous pensions à l'époque pouvoir peser sur le discours de la gauche, et c'était la fameuse grande querelle avec Terra Nova, avec la fameuse note Terra Nova. Et donc nous combattions au nom du fait qu'il n'y avait pas de gauche possible à notre sens sans les classes populaires.
alors que la gauche s'est construite depuis contre les classes populaires, d'abord à travers Terra Nova, le quinquennat Hollande en a été une illustration, et puis je ne vous dis pas ensuite. Donc oui, la gauche s'est complètement séparée des classes populaires, et pour Coralie, pour moi et pour bien d'autres, c'est une rupture, c'est un point de rupture avec la gauche politique, en tout cas, pas forcément avec toutes les idées de gauche, mais en tout cas avec la gauche politique et partisane telle qu'elle se conçoit, qu'elle se concevait déjà à l'époque et qu'elle se conçoit aujourd'hui. La gauche a choisi son peuple. On considère que dans le peuple, il n'y a que le peuple des métropoles et des banlieues auquel elle doit s'adresser. C'est une conception du peuple qui est infiniment discutable. Il y avait Christophe Guilluy dans ce collectif de la gauche populaire. David Degouille, je vais vous poser une question un peu provocatrice qui va peut-être vous mettre mal avec Marianne, mais c'est pas grave. Est-ce que la gauche populaire, c'est pas tout simplement le Rassemblement national aujourd'hui? C'est une bonne question, hein. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui le Rassemblement national s'inscrive dans le clivage droite-gauche. C'est même justement à ça qu'on le reconnaît. Il ne veut pas s'inscrire depuis des années dans le clivage droite-gauche. Alors c'est pas il y a Éric Zemmour qui n'arrête pas de dire que Marine Le Pen est de gauche, tout en voulant s'allier avec elle, etc. Donc on comprend pas. Il a même écrit que toi tu étais de gauche. Ouais, il a même dit que moi j'étais de gauche. Je trouve quand même son manque de lucidité. Il a dit que Coralie et David Kella étaient de gauche après leur livre sur la fin de l'Union européenne. Bon, alors il se comporte un peu en Besancenot de droite en disant que tout ce qui est Éric Zemmour, si tu nous entends. Le Besancenot de droite. Oui, tout ce qui est ça. C'est intéressant. Tout ce qui est ça, à sa gauche est de gauche. Voilà. Et Besancenot, c'est l'inverse. Tout ce qui était à sa droite était de droite. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut être un bon calcul parce qu'en fait, comme ça, il joue un rôle d'aiguillon. Mais pour revenir à la question, dans le Rassemblement national, il essaye de rassembler des gens des classes populaires qui se reconnaissent à la fois dans la gauche et dans la droite, et il est plus du tout là-dedans. D'ailleurs, Jérôme Satte-Marie fait partie des co-auteurs du livre, et il a bien expliqué que c'était bloc populaire contre bloc élitaire, et le Rassemblement national essaie d'être le navire amiral du bloc populaire. C'est sa stratégie. Est-ce qu'elle finira par fonctionner? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il a progressé avec cette stratégie-là. Sur le Rassemblement... Étienne Campion, sur le Rassemblement national... Qui veut se mettre mal avec sa rédaction chez Marianne Non, j'essaie juste... Moi, j'en ai parlé avec elle aussi. Si on essaye de faire une exégèse de sa pensée, il faut se rappeler ce qu'elle nous disait. Sur le Rassemblement national... Très clairement, elle était pas du tout RN, elle n'a jamais voté pour. Simplement, contrairement à beaucoup de gens dans son camp, au lieu de se pincer le nez devant la tentation des classes populaires à voter pour le Rassemblement national, elle essayait de comprendre. Absolument. Comprendre ce qui s'était passé, comprendre pourquoi le fameux RN du Nord, social, ouvrier, avait été devenu en gros le nœud gordien de toute cette affaire, le socle de ce nouveau parti qui autrefois était libéral. Elle essaie de comprendre quel était, au-delà du besoin de sécurité sociale, le besoin de sécurité culturelle, face notamment à la question de l'immigration. Voilà. Et donc là-dessus, elle regrettait que les classes populaires aient cette tentation, mais sans les diaboliser, et elle regrettait dans la classe politique le tourbillon infernal qui nous amenait soit vers Macron, soit vers le RN. Et donc, je me rappelle des mots qui ressemblaient à ça, mais elle disait que ça avait tendance à nous rendre fous. C'est-à-dire, si à la fin, au second tour, on n'a plus que le choix de faire barrage, eh bien, il y a une absurdité démocratique. Donc, voilà où elle était, mais elle était, comme beaucoup d'entre nous, orpheline de parti. Elle était énervée par la gauche Castor pour rendre hommage à Laurent Bouvet qui nous a quittés, et qui était aussi un penseur très intéressant. Elle était, comme beaucoup d'entre nous, orpheline de parti et essayait de penser et de donner des armes conceptuelles politiques et non politiciennes.
On pense qu'on pouvait considérer en fait le marinisme comme un souverainisme low cost en fait, et alors qu'elle est. Il est inspiré David Dego, je retiendrai. Elle essayait d'expliquer ça en fait, de manière plus élaborée. Elle avait compris pourquoi. C'est une question qui doit nous travailler tous. Nos thématiques souverainistes ont été reprises par le Rassemblement national. Pour une raison très simple, c'est que les partis traditionnels l'ont laissé exclu, tomber. enfin, je veux dire, c'est l'histoire de Seguin et de Chevènement. Voilà. Et qui ont eux-mêmes été marginalisés de leur propre parti. Absolument. Donc ce processus-là a d'abord marginalisé les souverainistes dans leur propre camp, donc Séguin, Chevènement, et ensuite le souverainisme en dehors de ces partis. Donc, naturellement, c'est le Rassemblement national, comme une thématique sur comme l'immigration ou l'insécurité, qui les a reprises, on dirait, au tournant 2013-14 avec Florian Philippot, voilà, tout ça. Voilà. Et il y a des motifs d'espoir tout de même, quand même, parce que... l'auteur de Nos guerres perdues, finalement optimiste. Oui, parce que, alors d'ailleurs, j'en parle à la fin de mon propos dans le livre, mais on a du côté gauche Fabien Roussel qui essaye de remettre, et on va voir la campagne européenne que le Parti communiste va faire, et qui va essayer de revenir sur ces questions. Et puis on voit en ce moment des tentatives, des retours par rapport à LR, quoi. On a vu François-Xavier Bellamy interpeller Olaf Scholz avec des mots que Coralie n'aurait sans doute pas renié. Et puis bon, là, sur la souveraineté juridique, ils font des propositions en ce moment. C'est pas encore à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, parce qu'ils se concentrent sur l'immigration, et puis le droit européen, c'est pas seulement l'immigration, c'est bien d'autres choses. Mais bon, voilà, il y a des petits retours qui peuvent nous laisser croire que tout ce qu'on a fait, tout ce que Coralie a fait n'a pas été en vain. Voilà. Vera Nikolski, pour conclure, cette question du peuple et parfois de l'affrontement entre les élites et le peuple semble être vraiment la question politique du moment. On le voit avec l'émergence de partis populistes partout dans les démocraties occidentales. On l'a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Comment vous voyez ça en tant que docteur en sciences politiques? Est-ce que ça va vraiment structurer la vie politique dans le futur? Est-ce que ça n'a pas un côté mortifère? Parce que des personnes de droite notamment vous diront que c'est le retour de la lutte des classes. Quelle horreur, la lutte des classes. Oui, pour répondre à la question, en fait, je voudrais, ça me permettra plutôt de relier les trois thèmes entre elles, en fait, pour montrer que pour Coralie Delhomme, il y avait un lien entre les trois, entre la souveraineté, entre l'Europe et son intérêt pour les classes populaires. Vraiment, c'était un ensemble. J'ai évoqué tout à l'heure le débat entre Marcel Gauchet et Henri Guénaud. Je parlais des souverainetés qui ne pouvaient pas s'empiler les unes sur les autres. En fait, la formule, elle est à Henri Guénaud. Mais dans ce débat, donc Marcel Gauchet, il parle du malheur français. Et il exprime la thèse de Marcel Gauchet, c'est que le malheur français, le malheur aussi des classes populaires françaises, c'est qu'elles sont entrées dans la mondialisation sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on leur a vendu l'Europe, la construction européenne, comme quelque chose qui allait permettre à la France de s'affirmer dans cet espace. Et en fait, c'est par ce biais-là que le néolibéralisme a envahi la France, et Coralie Delhomme partageait cette idée. Donc en fait, elle s'intéressait beaucoup aux gens, elle s'intéressait beaucoup aux classes populaires, qui étaient, je pense, pour elle, des personnes qui étaient bernées un peu par la situation, et elle essayait à la fois de les comprendre, comme l'a dit Étienne Campion, de comprendre leurs tentations parfois contradictoires. Elle essayait aussi de leur expliquer cette construction européenne. Je pense qu'elle participait justement à l'explicitation, à l'explication de ce qui est arrivé à la France, qui est arrivé au pays, ce qui est arrivé au peuple, qui pour elle était la condition d'un véritable exercice de la démocratie. Effectivement, elle avait une grande qualité, notamment c'était la pédagogie. Pour conclure cette émission, j'ajouterais, lisez Coralie Delhomme, lisez tous ses ouvrages, ils sont passionnants. Je vous remercie, je remercie ses amis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.